Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, permettez-moi de présenter mes excuses à tous les participants au congrès et de réitérer mes excuses auprès des organisateurs du congrès auquel j'ai toujours grand plaisir à participer, mais cette année, pour des raisons d'ordre professionnel, je ne peux malheureusement pas être parmi vous, du moins physiquement. Aussi, j'espère que par cette vidéo, je contribuerai très modestement à alimenter les débats qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, d'être riches et pertinents lors de cette table ronde. Mon hypothèse est la suivante, concernant les compétences en lien avec les activités et ressources documentaires numériques. Il y a aujourd'hui une inadaptation partielle de nos enseignements. Cette inadaptation partielle de nos enseignements, en lien avec les activités et ressources documentaires numériques, tiendrait, toujours selon moi, à deux éléments. Premièrement, les compétences que nous cherchons à développer ou faire développer chez nos élèves, nos étudiants, nos apprentis, eh bien ces compétences sont généralement très mal ou très peu définies. En effet, aujourd'hui, il y a deux grandes façons de considérer les compétences, ce que nous appelons généralement les littératies. Ces deux façons, ces deux approches correspondent à des approches diamétralement opposées. La première approche est une approche dite taxonomique, dans lesquelles les différentes littératies sont organisées sous forme d'un arbre hiérarchisé, avec les Information Literacy, Computer Literacy, Visual Literacy, Media Literacy. Donc on retrouve un petit peu toutes les littératies, et puis certains auteurs essayent d'organiser par des éléments structurants, surordonnés, sous-ordonnés, les relations entre ces différentes littératies. Néanmoins, cette façon d'approcher les littératies ne me convient pas. Elle ne me convient pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les liens entre les différentes littératies dans cette taxonomie ne sont pas explicités. Pourquoi certaines littératies sont surordonnées, d'autres sous-ordonnées? Et après tout, quelle est la distance aussi entre ces différentes littératies? Là-dessus, les auteurs sont très peu loquaces. Deuxième élément qui me perturbe dans cette conception taxonomique et fragmentaire des littératies, c'est que certaines littératies ne sont pas des littératies, mais correspondent plutôt à des fonctions neurophysiologiques, voire biologiques. Par exemple, la visual literacy, selon moi, ne correspond pas à une littératie, une aptitude, une compétence. C'est ni plus ni moins l'acuité visuelle. En effet, si pour les auteurs, la visual literacy correspond à l'aptitude à lire, traiter et comprendre du matériel textuel ou langagier, alors là, nous ne sommes plus dans de la visual literacy, mais dans un autre niveau. Donc, on voit bien qu'il y a souvent une confusion entre les fonctions neurophysiologiques, entre les aptitudes, les habiletés et les compétences. Donc, cette approche fragmentaire, analytique des compétences ne me convient pas. La deuxième façon, généralement, d'approcher les compétences correspond à une approche holistique, dans le sens où toutes les littératies sont mises à peu près au même niveau. Et les auteurs ont dû, par la suite, créer un nouveau concept, le concept de translittératie. Alors, ce concept de translittératie ne me convient pas non plus, pour la simple et bonne raison que pour la plupart des auteurs qui défendent cette approche holistique des compétences, la translittératie est ni plus ni moins la mère de toutes les littératies. Or, nous avons très très peu de définitions efficaces, alors quand je dis efficaces, des définitions qui puissent être traduisibles, traductibles et utilisables par les éducateurs et les pédagogues, puisque cette translittératie, après tout, n'est qu'un concept de plus qui, selon moi, ajoute surtout du flou dans les approches théoriques des compétences. Donc, d'un côté l'approche analytique, fragmentaire des compétences, de l'autre côté l'approche holistique, globale des compétences. Eh bien ces deux approches ne me conviennent pas. Elles ne me conviennent pas, et puis j'aurais tendance à défendre une troisième approche, une alternative. Ce serait l'approche des compétences par les besoins. En effet, trop souvent, nous avons peut-être tendance à oublier que les compétences doivent être envisagées en lien avec des besoins. Bien évidemment, cela suggère de diagnostiquer, de dépister, de déterminer, de définir les besoins avant de viser l'enseignement des compétences qui y sont. Si dans les années 1940-1942, un psychologue social dénommé Abraham Maslow avait proposé une pyramide des besoins humains pour expliquer les comportements humains, eh bien très récemment, certains auteurs se sont dit, mais après tout, pourquoi ne pas réutiliser cette fameuse pyramide des besoins humains pour expliquer les usages et les utilisations qui sont faites d'outils et technologies numériques actuels. Ainsi, à chacun des niveaux des besoins humains, les besoins de survie, les besoins de sécurité, les besoins d'estime de soi, donc on voit qu'on grimpe des échelons dans la pyramide des besoins humains, et bien à chacun de ces échelons,
correspondrait l'utilisation, les usages d'une technologie ou du moins d'un dispositif. Par exemple, à l'un des échelons les plus supérieurs, qui est l'échelon l'estime de soi, eh bien, les auteurs disent eh bien, c'est cette estime de soi qui expliquerait en grande partie les utilisations qui sont faites des réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. Puisqu'après tout, l'objectif in fine est de conforter, voire de développer l'estime de moi par la croyance que ce que je mets, ce que je diffuse sur mes blogs, mes sites, mes pages, va intéresser le monde entier. Donc, peut-être une approche par besoin pour mieux centrer, pour mieux appréhender les compétences me semble être une approche très pertinente. Certaines universités, mais aussi certaines entreprises, essentiellement anglo-saxonnes, ont abordé cette approche. C'est-à-dire que ces entreprises et ces universités proposent une prise en charge des formations auprès de leurs étudiants ou de leurs salariés après avoir uniquement déterminé les besoins de leurs salariés ou de leurs étudiants. En effet, leur credo est très simple, c'est pourquoi proposer des formations consensuelles majoritaires, des formations moyennes à des individus sans avoir préalablement déterminé, en quelque sorte, leurs points faibles, leurs points forts et bien évidemment leurs besoins. Or, cette détermination, encore une fois, cette définition des besoins a priori est rarement réalisée, que ce soit à l'école, au collège, au lycée ou encore à l'université. Donc, voici, selon moi, le premier élément qui expliquerait pourquoi nos enseignements seraient partiellement inadaptés, c'est tout simplement parce que nous prenons rarement en compte les besoins réels de nos usagers, de nos futurs usagers. Deuxième élément qui expliquerait, selon moi, cette inadaptation partielle de nos enseignements en lien avec les activités et ressources documentaires numériques, eh bien ce deuxième élément correspond tout simplement au fait que les compétences que nous cherchons à développer ou faire développer à nos usagers aujourd'hui, eh bien ces compétences ne sont pas les compétences dont ils auront besoin dans un avenir proche. En effet, je fais le pari que les compétences que nous cherchons à faire développer auprès de nos jeunes, apprenants, élèves, étudiants, eh bien, ce ne sont pas les compétences dont ils auront besoin dans 10 ou 15 années à venir. Alors, bien évidemment, ce que je propose là est en quelque sorte un pavé dans la mare, mais il me semble, en discutant avec de nombreux pédagogues et éducateurs, qu'on est à peu près d'accord sur un point. C'est que nos enseignements, orientés sur les compétences, sont généralement des enseignements orientés sur une vision rétrospective. C'est-à-dire que ce sont plutôt des enseignements rétroactifs. C'est-à-dire que nos enseignements se basent, reposent sur des technologies actuelles, voire des fois passées, mais des technologies généralement actuelles. Or, l'histoire récente montre que les technologies évoluent très très vite, d'une part, et d'autre part, l'histoire récente montre aussi que les usagers sont capables eux-mêmes d'être concepteurs, producteurs de nouveaux dispositifs ou alors d'adapter des dispositifs à des situations ou des contextes qu'on n'avait pas prévus préalablement. Donc on voit bien que nos enseignements qui visent à faire développer certaines connaissances chez nos apprenants eh bien, sont vite dépassés, puisque nos apprenants eux-mêmes développent, conçoivent ou sont utilisateurs de dispositifs ou de technologies dont on ne dispose pas encore actuellement, ou du moins qui sont à peine au stade d'émergence. Par exemple, j'ai vu encore très récemment des études, des expérimentations de terrain très intéressantes conduites avec des iPads auprès de jeunes élèves de premier degré, mais aussi de second degré, des collégiens. Donc ce sont des expériences très intéressantes. Néanmoins, très vite, je me suis posé la question de, mais l'iPad est une technologie, ce n'est qu'une technologie, mais qui change quand même pas mal de choses, puisque c'est une technologie qui introduit la mobilité de manière très très forte. Mais simplement, quel est l'intérêt pour dans 10 ou 15 ans d'enseigner aujourd'hui l'utilisation d'un iPad ou d'une autre tablette numérique? Je n'ai pas la réponse à cette question. Simplement, je me pose la question puisque, encore une fois, nos élèves, nos étudiants, dans 10 ou 15 ans, n'auront certainement pas à faire, n'auront certainement pas à utiliser les technologies et les systèmes que nous utilisons actuellement. Peut-être, encore une fois, qu'il faudrait simplement avoir une conception, c'est mon leitmotiv, une conception beaucoup plus active, on pourrait dire proactive et dynamique des compétences, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper les compétences dont nos jeunes auront besoin dans un avenir proche. Bien évidemment,
objectif-là est extrêmement difficile à atteindre. Néanmoins, certains auteurs, récemment, ont proposé, suite à une analyse sur des cohortes très importantes de population, ont proposé de s'intéresser à un facteur qui semble être déterminant dans les aptitudes des apprenants à utiliser de manière efficace et efficiente les nouvelles technologies. Cette aptitude serait ce que ces auteurs appellent le potentiel informationnel. Ce potentiel informationnel, en fait, serait la capacité qu'un humain aurait à s'adapter à de nouveaux environnements ou de nouveaux dispositifs. Et selon ces auteurs, c'est bien donc cette capacité à s'adapter, voire des fois à créer ou à concevoir de nouveaux dispositifs, ou à détourner certains dispositifs, ce serait donc cette capacité, ce potentiel, qui serait en grande partie déterminante dans les acquisitions et le développement des compétences futures. Donc, ces auteurs-là, par exemple, ont développé tout un protocole pour analyser les besoins des usagers, déterminer leurs points faibles, leurs points forts. Bref, ce que ces auteurs proposent, c'est de faire un diagnostic fin des compétences à l'instant T des apprenants, afin de déterminer au mieux les enseignements ou les formations qui conviendraient, qui seraient le plus pertinents pour ces usagers. Aujourd'hui, cette conception est largement au stade exploratoire et expérimental, néanmoins elle me semble très prometteuse, parce qu'encore une fois, ici nous sommes bien dans une approche de prospective, une approche proactive et une approche dynamique des compétences. Donc, encore une fois, l'objectif de ma communication, si il était centré sur la conception selon laquelle nos enseignements sont partiellement inadaptés, cette critique en fait se veut simplement comment dire, être force de proposition pour nous amener à réfléchir sur mais après tout, est-ce que ce que nous apprenons là, aujourd'hui, à nos élèves, nos étudiants, est-ce que ce que nous leur apprenons là, aujourd'hui, est-ce que c'est ce dont ils auront besoin dans 5, 10 ou 15 ans? Et c'est sur cet élément-là que personnellement j'ai de grands doutes. Et là, bien évidemment, c'est toute la communauté éducative, mais aussi tout ce qui est hors mur scolaire, puisqu'on sait très bien que hors mur scolaire, c'est un vecteur important de dissémination des technologies, mais aussi des savoirs et des connaissances et des compétences. Donc je pense que c'est en fait une question plus globale, une question qui peut intéresser la société au sens large du terme. C'est, après tout, quelles sont les compétences dont nous aurons besoin, au lieu peut-être de nous focaliser constamment sur les compétences actuelles dont nous avons besoin. Je vous remercie, j'espère que ces quelques mots auront alimenté le débat. Bien évidemment, je resterai à votre disposition pour toute demande, par email ou autre voie de communication. Je vous remercie, à très bientôt.